Caroline Carmentran. Là, on va dans le monde purement politique, on va à la mairie d'Asnières. Vous êtes adjointe au maire chargée de la petite enfance et de la famille, ce qui vous donne une belle porte d'entrée pour voir tous les modes de garde possibles, toutes les options prises par les parents, puisqu'on rappelle que les mairies ont notamment en charge de s'occuper des modes de garde, notamment des crèches. Et bien justement, Caroline Carmentran, vous allez nous expliquer comment on peut adapter un dispositif, le congé parental, pour justement coller au mieux de ce que Marine de Ponsin vous disiez, à savoir réenchanter le lien maternel et le lien parental, peut-être au sens large. Merci beaucoup tout d'abord au syndicat de la famille pour l'organisation de ce colloque. Rien que le titre devrait inspirer nombre de politiques publiques, éducation familiale et paix sociale. Je pense que rien qu'avec ce titre, je pense qu'un certain nombre de mesures pourraient en découler rapidement. Je remercie beaucoup Boris Cyrulnik et Marion pour leur intervention. Moi, je vais être beaucoup plus terre à terre, puisque, comme vous l'avez dit, je suis maire adjoint à la famille et à la petite enfance depuis 10 ans à Asnières. Et je débuterai mon propos par un extrait du rapport de l'IGAS, qui est l'Inspection générale des affaires sociales, sur la qualité et la prévention de la maltraitance d'avril 2023, qui nous explique finalement la politique d'accueil, comment elle a été pensée. Donc la politique d'accueil du jeune enfant a été largement pensée comme un service aux familles destiné à renforcer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. De ce fait, la logique quantitative d'accroissement de l'offre a devancé les objectifs qualitatifs d'une réponse adaptée aux besoins de l'enfant, la qualité ne faisant l'objet d'aucun pilotage réel au niveau national. Ça, c'est le rapport de l'IGAS qui nous écrit ça. Donc vous l'aurez compris, l'objectif recherché au départ était de permettre aux femmes d'aller travailler, peu importe le coût de la crèche, du mode de garde, et peu importe surtout, ce qui est encore plus grave, l'intérêt de l'enfant. Ça n'a intéressé personne quand on a commencé à développer ces modes de garde. Donc pour répondre à cet unique objectif du travail de la femme, les modes de garde se sont massivement développés et des sommes astronomiques ont été dépensées pour créer des places en crèche. Le mode de garde qui revient de loin le plus cher à l'État, une place en crèche coûte environ 2 000 € par mois et par enfant, et ce mode de garde bénéficie à très peu d'enfants. Donc c'est un mode de garde qui coûte extrêmement cher et qui finalement bénéficie à très peu d'enfants. Une place en crèche coûte... aujourd'hui en France, 56% des enfants sont gardés par la famille, 20% sont confiés à une assistante maternelle et seulement 18% sont accueillis dans un établissement du jeune enfant, appelé plus communément la crèche. Donc en fait, quand vous parlez une politique, quand ils vous parlent mode de garde, ils vous parlent de la crèche. Les familles, quand elles vous interpellent, elles veulent une place en crèche. Tout le monde a l'impression que c'est un mode de garde très développé, alors qu'en fait, seulement 18% des enfants y sont gardés et que l'État dépense énormément d'argent pour ce mode de garde. Je le rappelle, 2 000 € par mois et par enfant, et ne donne généreusement que 449 € par mois à une famille qui souhaiterait rester un petit peu plus longtemps auprès de son enfant. De la même façon, une assistante maternelle coûte à l'État 2 fois moins cher qu'une place en crèche. Mais le politique continue de nous parler de développement de places en crèche. Madame Borne nous parle encore de la création de 250 000 places en crèche qui n'arriveront jamais puisque les finances publiques ne le permettent pas, et le rapport de la Cour des comptes qui vient de sortir ne fait qu'alerter les politiques sur le fait que ce mode de garde est beaucoup trop onéreux pour les finances publiques, et voilà, donc le rapport de la Cour des comptes nous alerte sur ce coût phénoménal. Donc c'est
ces places en crèche ne seront pas créées, d'autant plus que nous faisons face à une pénurie de personnel et que depuis l'année dernière, on observe que les places en crèche, au lieu d'être créées, sont gelées. C'est-à-dire que dans de nombreuses villes, aujourd'hui, les crèches ferment faute de personnel. Mais l'État continue à nous annoncer la création de 250 000 places en crèche. Parallèlement à ce déclin annoncé des crèches, faute de personnel et d'argent public, 50% des assistantes maternelles, dont le coût, on l'a vu, est moindre pour l'État. Un enfant gardé chez une assistante maternelle coûte 2 fois moins cher à l'État. 50% de ces assistantes maternelles partiront à la retraite d'ici 2030 et ne sont pas remplacées. Donc un nombre croissant de parents peinent à trouver une solution d'accueil pour leur enfant. Et cette difficulté ne va aller qu'en s'accroissant. Et ce nombre de familles en recherche de mode de garde a été gonflé par la réforme du congé parental de 2015, obligeant les pères à prendre une année sur les 3 prévues. Dans les faits, suite à cette réforme, seuls 2% des pères ont pris cette 3e année, et donc 98% des familles l'ont perdue, et peu à peu se sont détournées du congé parental, car il est encore plus difficile de trouver un mode de garde pour un enfant de 2 ans. Nous sommes donc passés de 600 000 familles en congé parental en 2015 à 200 000 familles aujourd'hui. C'est donc 400 000 familles supplémentaires souhaitant à l'origine rester auprès de leur enfant qui se sont trouvées, pour des questions idéologiques, dans l'obligation de trouver un mode de garde alors que ce n'était pas leur choix de départ. Donc l'État a sciemment fait le choix d'imposer à ces familles de retourner vers l'emploi alors que ça n'était pas leur premier choix, et donc finalement a fait des économies sur le dos des familles, puisque ce projet parental, petit à petit, de moins en moins de familles l'ont pris. Donc face à ce constat de pénurie de mode de garde, face à l'état des finances publiques et pour l'intérêt de l'enfant, de nombreux rapports préconisent une revalorisation du congé parental. Le rapport de la Cour des comptes, paru en décembre 2024, nous explique que pour réduire la demande d'accueil du jeune enfant, il faut allonger le congé de maternité d'1 mois et revaloriser l'indemnisation du congé parental. Et plus loin, la Cour des comptes d'expliquer à tous ceux qui affirment que l'État n'a pas les moyens de revaloriser le congé parental, la Cour des comptes souligne que la prépare, le nom donné au congé parental, a représenté une charge pour les finances publiques de 770 millions d'euros en 2022. Donc 770 millions d'euros, c'est la somme qu'a dépensé l'État pour les familles ayant fait le choix de prendre un congé parental. Mais elle a néanmoins permis d'éviter le recours à environ 170 000 places d'accueil formel à temps plein, qui représente un coût annuel de 2,2 milliards d'euros. Donc son avantage théorique net atteint ainsi 1,4 milliard d'euros. Le sujet est donc bien de répartir différemment le budget alloué à la petite enfance et d'arrêter le tout crèche qui bénéficie à très peu d'enfants et empêche un libre choix des familles. Donc on voit bien, la Cour des comptes nous dit bien que finalement, il coûte moins cher de donner un congé parental que de continuer à créer des places en crèche qui coûtent extrêmement cher. Et puis ne partez pas, Monsieur Cérunik, parce que je parlais de vous. Et donc le rapport de la Cour des comptes, voilà, alerte le politique en disant vous n'avez plus les moyens de créer des places en crèche, ce mode de garde est beaucoup trop cher. Et le rapport des 8 jours de Monsieur Cérunik, et que je remercie beaucoup pour son rapport, et je vais vous le citer,
nous rappelle que l'importance pour les bébés et les parents de disposer de temps afin d'élaborer leur manière d'être ensemble et de construire une relation sécurisante et soutenante. C'est en disposant de ce temps qu'ils pourront soutenir l'établissement d'un lien d'attachement sécure chez leur enfant et accompagner au mieux chaque étape de son développement cognitif. Notre rapport de 10 jours insiste à toutes les pages sur l'importance de laisser du temps aux familles pour créer ce lien avec l'enfant et de laisser du temps aux parents pour devenir parents. Voilà. Donc finalement, tant pour des questions économiques que pour l'intérêt de l'enfant et des parents, ce projet parental doit être revalorisé. Redonner du temps aux familles pour se construire, laisser du temps aux parents pour devenir parents est urgent. Aujourd'hui, je rencontre quotidiennement des familles qui me disent « J'aimerais rester plus longtemps auprès de mon enfant, mais je ne peux pas financièrement. » Quelle douleur pour ces mamans de devoir laisser leur enfant de 2 mois et demi à la crèche alors qu'elles ne sont pas prêtes, et de savoir parallèlement que l'État dépense 2 000 € par mois pour le garder alors qu'il ne donne aux parents qui souhaitent le faire que 449 €. Et quelle responsabilité ont nos gouvernants de ne pas donner aux parents qui le souhaitent ce temps si important pour construire cette relation sécurisante et soutenante. Tous ces rapports ont fini par attirer l'attention des politiques. Mais attention aux nouvelles réformes alléchantes au premier abord, comme le congé naissance dont vous avez déjà peut-être entendu parler, dont finalement, quand on le décortique, le premier objectif est de faire des économies une fois de plus sur le dos des familles. Si le congé parental long, tel qu'il existe aujourd'hui, est supprimé et remplacé par un congé de naissance plus court et mieux rémunéré, comme annoncé par Aurore Berger, on parle de 4 mois pour le père, 4 mois pour la mère, que se passera-t-il si l'un des 2 parents n'a pas la capacité ou l'envie de prendre ce congé parental de 4 mois? Si l'un des 2 parents souhaite malgré tout rester auprès de l'enfant jusqu'à ses 3 ans? Si la famille, au bout d'1 an, n'a pas trouvé de solution de garde? Eh bien, ce qui n'est pas écrit en sous-titre de cette proposition de projet de naissance, c'est que l'un des 2 parents devra démissionner et ne percevra plus le congé parental. Cette création du congé de naissance, ainsi annoncée, plongerait alors de nombreuses familles dans la précarité et éloignerait à terme beaucoup de mères de l'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le congé parental long permet à des parents de rester auprès de leur enfant pendant 3 ans et permet aussi aux familles qui n'ont pas trouvé le mode de garde une certaine sécurité. Or, si on réduit ce congé parental et qu'on est passé à 4 mois, ça va être une catastrophe. Et là où l'emploi de la femme était protégé, puisque c'est majoritairement la femme qui prend le congé parental, au bout des 4 mois, la femme sera obligée de démissionner son emploi. Et donc, ça va éloigner la femme de l'emploi et surtout la précariser. Donc alors oui, il faut revaloriser le projet parental pour laisser un vrai choix aux familles, mais garantir sa durée pour permettre aux parents qui le souhaitent de rester jusqu'aux 3 ans de leur enfant en étant assurés de retrouver leur emploi. Alors en conclusion, je vous disais au début de mon introduction la phrase de Ligas, telle que les modes de garde avaient été pensés, qui était de permettre à la femme d'aller travailler. Et bien moi je rêverais de pouvoir lire un prochain rapport de Ligas où il serait écrit « La politique d'accueil du jeune enfant est largement pensée comme un service aux familles destiné à renforcer l'intérêt de l'enfant et à donner un libre choix aux familles. » Merci beaucoup. Redonner de la liberté aux familles, je pense que c'est ça un petit peu ce qu'on peut retenir. Une question, peut-être 2, une question courte, et on va peut-être attendre une seconde. Oui, alors ma question, je n'ai pas réfléchi au sujet, mais en vous écoutant, en complément de ce que vous avez dit sur le congé parental, etc., il ne faudrait-il pas aussi réfléchir
une nouvelle solution complémentaire, alternative, qui serait un salaire maternel. Et un salaire maternel avec les charges sociales, notamment pour la retraite, permettrait aux des femmes de ne pas avoir ce désavantage qu'elles constatent beaucoup trop tard. Jean-Didier Le Gaillon, vous allez peut-être l'aborder juste après. Mais est-ce que Caroline Guermontrou voulait répondre en 10 secondes? 20. Alors, je pense, enfin, je vous laisserai répondre à l'économiste. Je pense que le projet parental est assez sécurisant pour une famille. Elle permet aussi effectivement politiquement, je pense que c'est plus un projet, comme je vous dis, un projet maternel. Un salaire maternel donnerait vraiment l'impression de retourner beaucoup trop loin, et je pense qu'aucun politique aujourd'hui n'emploiera ce mot de salaire maternel. Voilà. En revanche, un projet parental plus long et mieux rémunéré, effectivement, arrivera à rassembler les politiques, et c'est vraiment ce dont on a besoin aujourd'hui. Une question, vous pouvez allumer votre micro. C'est pas une question, c'est un commentaire. Moi, je trouve qu'au contraire, le mot de salaire maternel, psychologiquement, sera très bien perçu par les femmes, et je l'espère, par la société, car élever 4-5 enfants, c'est un business, c'est une PME. Et comme disait une de mes amies, moi, je ne suis pas sans métier SANS, j'ai 100 CENT métier, je suis psycho-cuisinière, 4 enfants, machin, vous allez vous en trouvez 30 de métiers pour être une mère de famille complète et cohérente. Donc, le salaire, moi, je suis prête à me... Je vais vous trouver un directeur financier, parce que juste après, il va y avoir un économiste qui va parler. Bon, un salaire.